On m'a traitée de « vilaine déserteuse », reniée par ma propre famille, jetée dehors sans rien. 5 ans plus tard, je suis retournée à la fête de diplôme de ma sœur, une femme qu'il ne reconnaissait plus. Quand son directeur de thèse a demandé s'il me connaissait, un silence glacial s'est installé. Il n'avait aucune idée de qui j'étais devenue, ni de la tempête que j'allais déchaîner. Ce soir-là, leur monde parfait, bâti sur des mensonges, allait s'effondrer. Et c'est moi qui allais tout faire basculer. Bonjour à tous, et merci de vous joindre à moi pour cette histoire. C'est une histoire très personnelle, et avant de plonger dans les détails de ces 5 dernières années, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est parti. Je m'appelle Éléonore, j'ai 27 ans. Aujourd'hui, je suis assise dans les bureaux de ma propre agence de design, Élégance Créative, dans le quartier moderne de Confluence, à Lyon. Par la grande baille vitrée, je regarde la Saône couler tranquillement, ses eaux sombres cachant des courants puissants. Un peu comme moi. En surface, tout semble calme, professionnel, réussi. Mais en dessous, il y a une histoire, un courant de douleur et de rage qui m'a façonné. Pour comprendre la femme que je suis devenue, il faut retourner 5 ans en arrière, au jour où ma vie a volé en éclats. J'avais 22 ans. Ce n'était pas une dispute qui a éclaté spontanément. C'était bien pire. C'était prémédité, orchestré. Mes parents avaient organisé ce qu'ils appelaient une « réunion de famille ». Le terme était glacial, clinique. Cela s'est passé dans le grand salon de leur appartement bourgeois du 6e arrondissement. Je me souviens des fauteuils Louis XVI, du tapis persan épais qui étouffait le son de mes pas anxieux, et du silence. Un silence lourd, accusateur. J'étais assise seule sur un canapé en velours, tandis que formait un bloc uni en face de moi, mon père, Hervé, ma mère, Martine, ma petite sœur, Amandine, et même ma tante Isabelle, la sœur de ma mère, convoquée pour être témoin de ma déchéance. C'était un tribunal. Et j'étais l'accusée. La raison de ce procès ? J'avais décidé d'abandonner mes études aux Beaux-Arts. Pas par caprice, mais par nécessité. J'étais en pleine dépression, écrasée par des années de pression, de comparaison incessante avec ma sœur, la future médecin, la perfection incarnée. L'art était mon seul refuge, mais même ce refuge était devenu une source de conflit. Mes parents le considéraient comme un passe-temps futile, indigne de leur nom. J'ai essayé de leur expliquer, la voix tremblante. J'ai parlé de l'épuisement, de l'anxiété, de ce vide qui me consumait de l'intérieur. Mes mots se sont heurtés à un mur d'incompréhension glaciale. Ma mère a pris la parole la première, son visage un masque de déception calculée. Nous t'avons tout donné, Éléonore. Une éducation, un nom, un statut. Et toi, tu gaspilles tout ça pour, quoi ? Tes états d'âme ? J'ai sacrifié toute ma jeunesse pour que cette famille ait une réputation impeccable. Je ne te laisserai pas tout détruire avec tes enfantillages. Chaque mot était une gifle. Pour elle, ma douleur n'était qu'un caprice qui menaçait son précieux statut social. Mon père, Hervé, a enchaîné, le ton sec et définitif. L'honneur de notre nom a été bâti par des générations de gens sérieux, de travailleurs. Il n'y a pas de place pour l'échec, ni pour la faiblesse. Tu as fait ton choix. Le coup de grâce est venu de ma sœur. Amandine, avec un air de tristesse feinte, a ajouté « Je suis tellement déçue, grande sœur. Tu as toujours été comme ça, à te perdre dans tes dessins, dans ton monde. Il y a des choses plus importantes dans la vie. » J'ai vu dans ses yeux une lueur de triomphe. Ma chute était sa victoire. Ma faiblesse faisait briller sa force. Le verdict est tombé, prononcé par ma mère. À compter d'aujourd'hui, tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Tu n'es qu'une vilaine déserteuse de fac. Nous ne pouvons plus t'associer à notre famille. Ils m'ont officiellement renié. Coupé de tout soutien financier, affectif, familial. On m'a donné 1 heure pour faire ma valise. 1 heure pour dire adieu à 18 ans de ma vie. En sortant de cet appartement pour la dernière fois, ma valise à la main, j'ai croisé le regard de ma tante Isabelle. Elle m'a juste regardé avec pitié, comme on regarde un animal blessé sur le bord de la route. C'est peut-être ce regard qui a allumé la première étincelle de rage en moi. Ce soir-là,
je n'ai pas seulement perdu une famille. J'ai compris que l'amour que je croyais inconditionnel n'était qu'un contrat, et que je venais d'en violer les termes. Mais alors que je m'éloignais dans la nuit lyonnaise, une promesse est née de mes larmes: je survivrai. Je leur prouverai à tous qu'ils avaient tort. Quelle erreur monumentale venaient-ils de commettre? La liberté a un goût étrange quand elle vous est imposée. Les premières semaines ont été un brouillard de survie et de peur. Lyon, ma ville natale, m'est soudainement apparue hostile, étrangère. L'appartement bourgeois de mes parents a été remplacé par le canapé usé d'une amie, dans son petit studio de la Croix-Rousse. Je la remercierai éternellement de m'avoir accueilli sans poser de questions, mais la honte de dépendre d'elle me rongeait. Chaque matin, je me réveillais avec une boule au ventre, le poids de l'incertitude pesant sur mes épaules. L'argent est vite devenu une obsession. J'ai enchaîné les petits boulots. Le jour, je servais des quenelles et des pots de Beaujolais dans un bouchon traditionnel du Vieux-Lyon. Le travail était éreintant, les clients parfois difficiles, mais le bruit et l'agitation m'empêchaient de trop réfléchir. La nuit, je prenais le dernier métro pour aller nettoyer des bureaux dans le quartier des affaires de la Part-Dieu. Le silence de ces grands immeubles vides était assourdissant. C'est là, en passant l'aspirateur sous des bureaux où travaillaient des gens sérieux, que les paroles de ma famille revenaient me hanter. Vilaine déserteuse. Faiblesse. Échec. Il y a eu des nuits où je rentrais si tard et si épuisée que je n'avais même pas la force de manger le sandwich que j'avais gardé. Je me contentais de m'effondrer sur le canapé, les muscles endoloris, l'esprit vide. Mais la fin la plus cruelle n'était pas celle de mon estomac, mais celle de la création. Mon âme d'artiste était en jachère, et cela me tuait à petit feu. Le tournant s'est produit lors d'un incident particulièrement humiliant. Un soir, au restaurant, un groupe d'hommes d'affaires, amis de mon père, est entré. L'un d'eux m'a reconnu. Son visage a affiché un mélange de surprise et de mépris. « Éléonore ? C'est bien toi ? Qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-il demandé, assez fort pour que toute la table l'entende. J'ai senti le rouge me monter aux joues. J'ai bafouillé une réponse vague, pris leur commande, et je me suis réfugiée en cuisine, le cœur battant à tout rompre. Ce soir-là, en rentrant, j'ai pris une décision. Je ne serai plus jamais la source de pitié ou de mépris de qui que ce soit. J'ai commencé à économiser chaque centime. Je me privais de tout ce qui n'était pas essentiel. Mon seul luxe était de payer quelques euros dans un cybercafé pour avoir accès à Internet. C'est là que ma véritable éducation a commencé. Pendant des heures, après mes journées de travail, je dévorais des tutoriels en ligne sur les logiciels de design les plus avancés. Je refaisais des logos de grandes marques pour m'entraîner, je créais des identités visuelles pour des entreprises imaginaires. Je remplissais des carnets de croquis, je peaufinais ma technique, je redécouvrais cette flamme que ma famille avait tenté d'éteindre. Puis est venu le moment de me lancer. J'ai créé un petit portfolio en ligne avec mes meilleurs travaux personnels. J'ai commencé à démarcher les petits commerçants de mon quartier. J'offrais mes services pour presque rien, un logo pour une boulangerie, un menu pour un petit restaurant, une carte de visite pour un artisan. C'était mal payé, mais chaque projet terminé était une petite victoire, une pierre de plus à l'édifice de ma nouvelle vie. Lentement, très lentement, les choses ont commencé à changer. Le bouche à oreille a fonctionné. Un client satisfait en a amené un autre. Mes tarifs ont commencé à augmenter. J'ai pu quitter le canapé de mon ami pour un minuscule studio sous les toits, toujours à la Croix-Rousse. C'était petit, mal isolé, mais c'était à moi. C'était mon sanctuaire. Le véritable test, cependant, est arrivé environ 2 ans après mon départ. J'avais décroché mon premier gros client, une start-up prometteuse. J'ai travaillé jour et nuit sur leur projet, j'y ai mis tout mon cœur et toutes mes économies. Ils étaient ravis. Puis, ils ont disparu. Ils ont pris mon travail, lancé leurs produits avec l'identité visuelle que j'avais créée, et n'ont jamais payé ma facture. J'étais anéantie, et surtout, j'étais ruinée. Ce soir-là, assise par terre dans mon studio vide, j'ai vraiment failli tout abandonner. J'ai même regardé les billets de train pour quitter Lyon, pour aller n'importe, loin de cet échec cuisant. Mais en voyant mon reflet dans la vitre sombre, j'ai revu le visage de ma mère lors du tribunal. J'ai revu le sourire suffisant d'Amandine.
Et la rage a balayé le désespoir. Non. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. J'ai déchiré le billet de train imaginaire dans ma tête. Dès le lendemain, j'ai recommencé à démarcher, avec une hargne nouvelle. C'est de cet échec, de cette cendre, qu'est née la véritable élégance créative. J'ai rencontré Pascal, mon futur associé, peu de temps après. Il était développeur web, et nous avons réalisé que nos compétences étaient parfaitement complémentaires. Ensemble, nous avons fondé notre agence. Les 5 années qui ont suivi ont été un tourbillon de travail acharné, de nuits blanches, de doutes, mais aussi de succès grandissants. Jusqu'à ce jour, où un simple email allait menacer de faire ressurgir tout ce que j'avais si durement enterré. Le passé n'était pas mort. Il attendait juste son heure. Et cette heure, était-elle enfin arrivée? Le courriel est arrivé un mardi matin. Un nom que je n'avais pas vu depuis des années est apparu sur mon écran, une ancienne amie du lycée. Le message était court, enjoué. Elle m'annonçait qu'elle organisait une grande fête pour célébrer le diplôme de médecine d'Amandine et elle espérait vraiment me voir là-bas. Une pièce jointe contenait une invitation formelle, luxueuse, avec des lettres dorées. La fête devait avoir lieu dans l'un des plus prestigieux espaces événementiels de Lyon, un lieu où le simple ticket d'entrée coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois à mes débuts. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde. Amandine. Ma sœur. 5 ans. Le silence radio total. Et maintenant, ça. Une invitation. Pas d'elle, ni de mes parents, mais d'une tierce personne. C'était une façon lâche de tendre la main, si tant est que c'en était une. J'ai regardé l'invitation, le nom de ma sœur brillant sous celui de mes parents, les fiers organisateurs. Un goût amer m'a envahi la bouche. Pascal est entré dans mon bureau à ce moment-là, un café à la main. Il a vu mon visage et a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Je lui ai montré l'écran sans un mot. Il a lu, a froncé les sourcils, puis m'a regardé avec inquiétude. « Tu ne vas pas y aller, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. « Je ne sais pas » ai-je répondu honnêtement. « Éléonore, pourquoi t'infligerais-tu ça? Tu as construit tout ça, seule. Tu n'as besoin de rien de leur part. Jette ça à la poubelle et oublie. » Il avait raison, bien sûr. La partie logique de mon cerveau était entièrement d'accord avec lui. C'était une invitation au désastre, un piège émotionnel. Mais une autre partie de moi, une partie plus sombre et plus complexe, était intriguée. La curiosité. Le désir de voir leur visage après tout ce temps. Le besoin, peut-être, de leur montrer qu'ils n'avaient pas réussi à me détruire. Les jours suivants ont été un supplice. J'étais incapable de me concentrer. L'invitation restait là, dans ma boîte de réception, comme une bombe à retardement. La nuit, je faisais des cauchemars où je revivais le tribunal familial. Le jour, je me perdais dans des rêveries contradictoires. Dans l'une, j'arrivais à la fête, et il me tombait dans les bras en pleurant, s'excusant pour tout. Dans une autre, je les confrontais avec une rage froide, savourant leur humiliation. Une partie stupide de moi, une partie que je détestais, murmurait, et s'ils avaient changé? Et si mon père était devenu moins rigide? Et si ma mère me regrettait? Je haïssais cette faiblesse en moi, cette petite fille abandonnée qui espérait toujours l'amour de ses parents. C'était pathétique. Et puis, 3 jours avant la fête, j'ai reçu un message sur un réseau social. Un compte anonyme, sans photo de profil, sans amis. Le message ne contenait qu'une seule phrase: certaines personnes devraient rester dans le trou d'où elles viennent. Le froid m'a envahi. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit. C'était Amandine. C'était son style, cette cruauté passive-agressive, cette façon de frapper là où ça fait mal sans jamais se salir les mains. Elle avait dû apprendre par notre amie commune que j'avais reçu l'invitation, et elle voulait s'assurer que je ne vienne pas. Ce message était censé être le clou final dans mon cercueil social. Mais il a eu l'effet inverse. Cette giclée de venin a agi comme un électrochoc. La petite fille pleine d'espoir en moi s'est évaporée, remplacée par une femme dont la résolution était devenue aussi dure que l'acier. La question n'était plus « dois-je y aller ?» La question était « comment vais-je y aller ?» Ce n'était plus une question de fierté. C'était une question de justice. Elle ne voulait pas que je vienne?
Alors ma présence était non seulement nécessaire, elle était impérative. Chers amis qui m'écoutez, je dois vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti ce mélange terrible de vouloir à la fois la reconnaissance et la vengeance envers quelqu'un? Ce sentiment contradictoire qui vous déchire de l'intérieur? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous ignoré l'invitation et le message, ou seriez-vous allé affronter vos démons? Ma décision était prise. J'ai répondu au courriel de mon ami, un simple « Merci pour l'invitation, je serai là ». Puis, j'ai ouvert un autre onglet sur mon ordinateur et j'ai commencé à chercher la tenue parfaite. Pas une robe pour leur plaire, non. Une armure. Une armure élégante, coûteuse, taillée sur mesure, qui crierait le succès sans que j'aie à prononcer un seul mot. Je ne savais pas encore que ce soir-là, j'aurais besoin de bien plus qu'une armure. La bataille qui s'annonçait serait bien plus violente que tout ce que j'avais pu imaginer. Allais-je en sortir indemne? Le soir de la fête, une pluie fine et froide tombait sur Lyon, rendant les lumières de la ville floues et mélancoliques. J'ai pris un taxi, ne voulant pas arriver au volant de ma modeste voiture. L'apparence, ce soir, était essentielle. La voiture s'est arrêtée devant un hôtel particulier du 6e arrondissement, transformé en lieu de réception. Des voituriers s'empressaient d'ouvrir les portières de berlines allemandes, des flots d'invités en tenue de soirée se déversaient sur le tapis rouge menant à l'entrée. C'était exactement le genre d'endroit que mes parents aimaient, ostentatoire, cher, et conçu pour impressionner. J'ai payé le taxi et j'ai attendu un moment sur le trottoir d'en face, le cœur battant la chamade. J'avais passé des heures à me préparer. Ma robe était une création simple mais incroyablement chic, d'un noir profond, qui tombait parfaitement. Mon maquillage était sobre, professionnel. Mes cheveux étaient relevés en un chignon strict. La femme dans le reflet de la vitrine d'en face était une étrangère. Une femme forte, sûre d'elle. C'est ce que je voulais qu'il voie. J'ai pris une grande inspiration et j'ai traversé la rue. L'intérieur était encore plus somptueux que ce que j'avais imaginé. Des lustres en cristal pendaient des hauts plafonds, des compositions florales blanches et extravagantes ornaient chaque surface, et un quatuor à cordes jouait de la musique classique dans un coin. Des serveurs en uniforme impeccable circulaient avec des plateaux de champagne et de petits fours. C'était un spectacle de richesse et de bon goût, ou du moins, de ce que mes parents considéraient comme du bon goût. Je suis entrée et je me suis fondue dans la foule. Personne ne m'a remarqué. J'ai vu mes parents, rayonnants, au centre d'un groupe. Ma mère, Martine, portait une robe de créateur et riait un peu trop fort. Mon père, Hervé, un verre de whisky à la main, pontifiait sur un sujet quelconque. Et entre eux, Amandine. Elle était resplendissante dans une robe blanche, l'incarnation de la réussite. Elle avait l'air heureuse. Vraiment heureuse. J'ai ressenti une pointe de douleur inattendue. Non pas de la jalousie, mais une sorte de deuil. Le deuil d'une relation fraternelle que nous n'avions jamais vraiment eue, et que nous n'aurions jamais. Soudain, une voix m'a tiré de mes pensées. Éléonore? Mon Dieu, mais, c'est bien toi. Je me suis retournée. C'était ma tante Isabelle. La même qui avait assisté silencieusement à mon procès 5 ans plus tôt. Elle me dévisageait, les yeux ronds. Ma chérie, comme tu as changé. Tu es magnifique. Mais où étais-tu passée? On s'est fait un sang d'encre pour toi. Le mensonge était si énorme, si effronté, que j'ai failli éclater de rire. Se faire du souci pour moi? J'ai esquissé un sourire poli. Bonjour, tante Isabelle. J'ai été très occupée. On imagine. Ta mère nous a dit que tu travaillais à l'étranger. Quelle surprise de te voir ici. Il faut absolument que tu viennes saluer tes parents. Ils seront si heureux. Son bavardage m'a mis mal à l'aise. Elle attirait l'attention. Quelques personnes se sont tournées vers nous, curieuses. J'ai senti la panique monter. Ce n'était pas le moment. Pas encore. J'ai prétexté vouloir prendre un verre et je me suis éloignée, la laissant planter là. Je me suis dirigée vers le bar, essayant de calmer les battements de mon cœur. J'étais un fantôme dans ma propre famille. Un fantôme avec un visage familier, mais une identité que personne ne reconnaissait.
J'ai commandé un verre de vin blanc et je me suis adossée au comptoir, observant la scène. C'était surréaliste. J'entendais des bribes de conversation, des rires, des félicitations adressées à ma sœur. J'étais au milieu de gens que je connaissais depuis mon enfance, des amis de la famille, des associés de mon père, et j'étais complètement invisible. Puis, alors que je sirotais mon vin, j'ai vu une scène qui a glacé mon sang. Mon père était en grande conversation avec un homme que je ne connaissais pas. Il riait, puis il a sorti son portefeuille. Mais il n'en a pas sorti de l'argent. Il en a sorti une photo. Une photo pliée et usée. De l'endroit où j'étais, je ne pouvais pas voir clairement, mais je devinais. L'homme a hoché la tête avec admiration. Mon père a rangé la photo avec un air de fierté paternelle. Plus tard dans la soirée, j'ai appris de la bouche d'une vieille amie de ma mère qu'il gardait toujours sur lui une photo de ses 2 filles brillantes. J'ai dû m'agripper au bar pour ne pas défaillir. La nausée m'a envahi. L'hypocrisie. La duplicité absolue. Il portait ma photo dans son portefeuille, comme un talisman de sa réussite parentale, alors qu'il m'avait dit en face que je n'étais plus sa fille. J'étais un fantôme, c'est vrai. Mais ils avaient oublié une chose à propos des fantômes, ils reviennent toujours hanter ceux qui leur ont fait du mal. Et ma séance de spiritisme ne faisait que commencer. Quel était leur secret le plus sombre? J'étais sur le point de le découvrir. J'ai décidé de ne pas les confronter tout de suite. Ma colère initiale s'est muée en une curiosité froide, presque scientifique. Je voulais comprendre l'étendue de leur tromperie. Je voulais cartographier leur univers de mensonges avant d'y mettre le feu. Je suis donc devenue une observatrice, me déplaçant silencieusement à travers la fête, un verre à la main, l'oreille tendue. Le tableau qu'ils avaient peint était une véritable œuvre d'art de la fausseté. J'ai entendu ma mère raconter à un groupe de ses amis que ma carrière internationale était si prenante que je n'avais malheureusement pas pu assister au mariage de ma cousine l'année dernière. Un mariage auquel je n'avais, bien sûr, jamais été invitée. Elle a ajouté avec un soupir théâtral, « C'est le prix à payer pour avoir des enfants qui réussissent si bien. On ne les voit jamais. » Les autres femmes hochaient la tête avec sympathie, admirant son sacrifice. C'était à vomir. Un peu plus loin, j'ai surpris une conversation entre un des associés de mon père et sa femme. L'associé disait, « Hervé m'a montré les dernières créations de sa fille aînée, c'est remarquable. Elle a un talent fou. Il dit qu'elle tient ça de lui. » J'ai failli m'étouffer avec mon champagne. Mon père, qui avait qualifié ma passion de « gaspillage d'argent », s'attribuait maintenant les lauriers de mon talent. Il ne se contentait pas de mentir sur ma situation, il volait activement mon succès, le succès même qu'ils avaient renié, pour polir leur propre image. C'est alors que j'ai vu une silhouette familière près du quatuor à cordes. C'était le professeur Lambert, mon ancien professeur de dessin aux Beaux-Arts. C'était l'un des seuls à avoir cru en moi, à m'avoir encouragé. Il avait l'air plus âgé, ses cheveux étaient plus gris, mais il avait toujours le même regard bienveillant. Nos yeux se sont croisés. Il a froncé les sourcils, puis son visage s'est illuminé. « Éléonore ? Est-ce bien vous ?» Il m'avait reconnu. Instantanément. Une vague de chaleur m'a envahi. « Professeur Lambert. Quelle surprise de vous voir ici. Je vous retourne le compliment. Je suis ici car je donne quelques cours d'histoire de l'art à la faculté de médecine maintenant. Amandine était l'une de mes étudiantes. Mais vous? J'ai souvent pensé à vous. Vous aviez un tel potentiel. Que êtes-vous devenu? Sa question était sincère, sans aucun jugement. Pour la première fois de la soirée, je pouvais être honnête. J'ai eu des années compliquées après mon départ de l'école. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai monté ma propre agence de design. Son visage s'est éclairé d'un immense sourire. Formidable. Je n'en attendais pas moins de vous. J'en étais sûre. Nous avons discuté quelques minutes, et c'était comme une bouffée d'air frais dans l'atmosphère suffocante de la fête. Puis, il a fait un geste vers un homme élégant qui se tenait non loin de là, en grande conversation. Vous voyez cet homme? C'est le doyen Renaud, le dirigeant de la faculté de médecine. Figurez-vous qu'ils cherchent à moderniser toute leur communication visuelle. Mon cœur a fait un bond. Je le savais.
C'était l'homme dont Pascal m'avait parlé. Notre agence avait soumis une proposition incroyablement détaillée pour ce contrat une semaine plus tôt, un projet qui pourrait changer la dimension de notre entreprise. Nous n'avions pas encore eu de retour. Je devrais peut-être vous présenter, a suggéré le professeur Lambert. Non, pas encore, ai-je répondu, une idée commençant à germer dans mon esprit. Je crois que je vais attendre le bon moment. Le monde est vraiment petit, n'est-ce pas? Tout était là, réuni dans cette pièce. Mon passé douloureux, mon présent laborieux, et mon futur potentiel. D'un côté, une famille qui tissait une vie fictive pour moi, de l'autre, l'homme qui tenait peut-être la clé de mon avenir professionnel. J'ai senti une étrange montée d'adrénaline. Ce n'était plus seulement une soirée de confrontation familiale. C'était devenu une partie d'échecs. Et pour la première fois, j'avais l'impression de contrôler les pièces. J'ai remercié le professeur Lambert et je me suis éloigné. Je savais ce que je devais faire. Je ne pouvais pas me contenter de leurs mensonges. Je devais comprendre pourquoi. Pourquoi cette mascarade élaborée? Juste pour sauver les apparences? Ou y avait-il quelque chose de plus? Quelque chose de plus sombre? La réponse à cette question allait dépasser tout ce que j'aurais pu imaginer. Que cachait-il vraiment? Ma quête de vérité m'a mené à suivre discrètement ma sœur. Amandine, après avoir longuement papillonné au centre de la pièce, s'est excusée auprès de son groupe d'amis et s'est dirigée vers un couloir plus calme, son téléphone portable collé à l'oreille. Une intuition m'a poussée à la suivre. C'était risqué, mais je sentais que j'étais sur le point de découvrir la pièce manquante du puzzle. Elle est entrée dans un petit salon privé, laissant la porte entr'ouverte. Je me suis postée juste à côté, caché par une grande plante verte, mon propre téléphone à la main, prêt à enregistrer. Sa voix était basse, mais dans le silence relatif du couloir, je pouvais entendre chaque mot. Oui, maman, tout se passe bien. Non, personne n'a posé de questions précises sur elle. Tout le monde gobe l'histoire de sa carrière à l'étranger. C'est parfait. Elle a écouté un instant, puis a ri. Un petit rire sec, sans joie. Qu'elle se pointe? Maman, arrête de t'inquiéter. On ne l'a pas invitée. Même si elle l'apprenait par hasard, elle n'aurait jamais le courage de revenir après 5 ans. Elle doit être en train de servir des cafés quelque part, si elle a de la chance. Chaque mot était une piqûre de venin. La facilité avec laquelle elle me rabaissait, me méprisait. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Pour le fond en fiducie. Oui, j'ai reparlé à Maître Dubois la semaine dernière. Comme elle est hors de contact depuis plus de 5 ans et qu'on a la preuve qu'elle a abandonné ses études, il est très confiant. On devrait pouvoir faire valoir que sa part est déchue pour cause d'indignité et de rupture de lien. Ça prendra un peu de temps, mais l'argent reviendra à quelqu'un qui le mérite. Quelqu'un qui a fait quelque chose de sa vie pour vous rendre fier. J'ai cru que j'allais m'effondrer. J'ai dû poser une main sur le mur pour rester stable. Le fond en fiducie. Ma grand-mère. Avant de mourir, elle nous avait laissé à chacune une somme considérable, placée dans un fonds qui ne devait être accessible qu'à nos 30 ans, ou avant en cas de projet sérieux. J'avais presque oublié son existence. Dans ma lutte pour la survie, cet argent m'avait semblé abstrait, un conte de fées lointain. J'avais voulu réussir par moi-même, sans aide. Mais eux n'avaient pas oublié. Pas une seconde. Ce n'était donc pas juste une question d'apparence. Ce n'était pas seulement pour sauver la face. C'était pour l'argent. Toute cette mascarade, toutes ces histoires sur ma réussite à l'étranger, tout ça avait un double objectif. D'une part, maintenir leur image de famille parfaite et de parents modèles. D'autre part, créer un récit juridique, une fiction documentée de mon abandon et de ma disparition, pour pouvoir, le moment venu, mettre la main sur l'héritage qui me revenait de droit. J'ai senti une rage froide et pure monter en moi. C'était diabolique. C'était une trahison à un niveau que je n'aurais jamais pu concevoir. Ils ne m'avaient pas seulement jeté dehors. Ils avaient planifié de m'effacer, puis de piller ma tombe financière. J'ai appuyé sur le bouton « Arrêter » de mon enregistreur vocal. J'avais la preuve. La preuve irréfutable de leur complot. J'ai reculé doucement, sans faire de bruit,
et je suis retourné dans la salle de réception principale. Les lumières des lustres me semblaient soudain agressives, la musique classique, discordante. Les visages souriants des invités me donnaient la nausée. Je voyais maintenant la vérité derrière chaque sourire, chaque poignée de main. Une société de faux-semblants, où la réputation et l'argent comptaient plus que la vérité, plus que la famille, plus que la décence humaine la plus élémentaire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Pascal. Urgent. Complot familial pour voler mon héritage. J'ai un enregistrement. Besoin d'un avocat. Maintenant. Sa réponse a été quasi instantanée. Ne les confronte pas, sors de là discrètement. Je m'occupe de tout. On se voit demain matin au bureau. Il avait raison. La logique dictait de partir, de préparer une contre-attaque légale, froide et calculée. Mais en regardant mon père qui se dirigeait vers la petite estrade installée au fond de la salle, un micro à la main, prêt à faire son grand discours, je savais que je ne pouvais pas partir. Pas maintenant. Ce n'était plus une question de fierté. Ce n'était même plus une question de justice. C'était une question de survie morale. Je ne pouvais pas les laisser continuer à jouer cette pièce de théâtre immonde une minute de plus. Le spectacle devait s'arrêter. Et j'allais être celle qui ferait tomber le rideau. Mais comment allais-je m'y prendre? La musique s'est adoucie, les conversations ont baissé d'un ton. Mon père, Hervé, a tapoté le micro, et son visage souriant est apparu sur les quelques écrans discrètement disposés dans la salle. Il avait ce charisme facile, cette chaleur de façade qu'il réservait aux grandes occasions. Bonsoir à tous, chers amis, chères familles. Merci d'être venus si nombreux pour célébrer une étape si importante dans la vie de notre chère Amandine. Des applaudissements polis ont parcouru la salle. Amandine, debout à côté de ma mère, rougissait modestement. C'était une scène parfaite, une image de bonheur familial impeccable. Une image entièrement fausse. En tant que père, a continué Hervé, la voix chargée d'une émotion feinte, il n'y a pas de plus grande fierté que de voir ses enfants réussir. Martine et moi avons eu la chance d'avoir 2 filles extraordinaires. 2 filles intelligentes, ambitieuses, déterminées à laisser leur marque dans ce monde. Ma mâchoire s'est crispée. Il osait parler de 2 filles. Amandine a toujours su ce qu'elle voulait. Sa vocation de médecin était une évidence. Et ce soir, nous célébrons sa persévérance et son brillant succès. Nous sommes si fiers d'elle. Nouveaux applaudissements. Notre autre fille, Éléonore, a-t-il dit, et mon nom, prononcé par lui après 5 ans de silence, a résonné étrangement à mes oreilles. Éléonore, comme certains d'entre vous le savent, n'a pas pu être des nôtres ce soir. Sa formidable carrière dans le design l'a emmenée à l'autre bout du monde. Mais je sais qu'elle est avec nous par la pensée et qu'elle envoie tout son amour et ses félicitations à sa sœur. Nous sommes fiers de nos 2 filles, et des femmes exceptionnelles qu'elles sont devenues. Il a levé son verre. À la famille. À la réussite. À Amandine. La foule a repris en chœur, à Amandine. Je suis resté immobile, mon verre de champagne à la main, incapable de le porter à mes lèvres. La nausée était revenue, plus forte que jamais. Le discours était terminé. Le mensonge avait atteint son apogée. Il était temps que la vérité éclate. Alors que les invités se pressaient pour féliciter mon père, le professeur Lambert et le doyen Renaud se sont approchés de moi. Un discours très touchant, a commenté le professeur. En effet, a ajouté le doyen Renaud, en se tournant vers moi. Votre père semble immensément fier de vous. C'est une belle famille. C'était l'ouverture que j'attendais. J'ai posé mon verre. J'ai regardé le doyen Renaud droit dans les yeux. Monsieur le doyen, il y a une chose que mon père a oublié de préciser dans son discours. Il m'a regardé, intrigué. Je suis Éléonore. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas à l'autre bout du monde. Je suis ici, à Lyon. J'ai été ici toute la soirée. Le silence qui a suivi cette phrase était assourdissant. Le professeur Lambert m'a regardé, puis a regardé mon père, l'incompréhension totale se peignant sur son visage. Le doyen Renaud a froncé les sourcils. Je ne comprends pas. Il vient de dire. Il a menti, ai-je coupé, ma voix calme mais tranchante comme une lame.
Il vous ment à tous depuis des années. La vérité, c'est que cette famille m'a renié il y a 5 ans. Ils m'ont mise à la porte parce que j'ai dû abandonner mes études à cause de graves problèmes de santé mentale. Ils ne m'ont pas adressé la parole depuis. Ils n'ont aucune idée de ce que je suis devenue, mais ça ne les empêche pas d'utiliser ma réussite, une réussite dont ils ne savent rien pour se donner le beau rôle. Les 2 hommes étaient sidérés. Leurs visages sont passés de la confusion au choc. C'est à ce moment précis que ma mère a choisi d'approcher, un grand sourire aux lèvres, probablement pour présenter quelqu'un au doyen. « Monsieur le doyen, je voulais vous. » Elle s'est arrêtée net. Ses yeux se sont posés sur moi. La reconnaissance. La confusion. Puis la panique. Une panique pure et totale. Éléonore, a-t-elle soufflé, son visage devenant livide. « Bonjour, mère, ai-je répondu, ma voix toujours aussi calme. La fête est magnifique. Dommage que mon invitation ait dû se perdre en chemin. » Sa bouche s'est ouverte et fermée, sans qu'aucun son n'en sorte. Elle regardait le doyen, puis moi, son cerveau tournant à plein régime pour trouver une issue, une explication, un nouveau mensonge. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle finalement réussi à articuler, la voix étranglée par la rage. Le jeu était terminé. Le rideau était tombé. La confrontation que j'avais à la fois crainte et espérée pendant 5 longues années était sur le point de commencer, sous les yeux de l'élite lyonnaise. Et cette fois, je n'étais plus la jeune fille effrayée qu'ils avaient condamnée. J'étais leur juge. Et le procès allait être public. Comment allait-il s'en sortir? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le petit groupe que nous formions était devenu le centre d'un cercle de silence qui s'élargissait. Les conversations environnantes s'étaient tues, les têtes se tournaient. La tension était palpable. Ma mère a tenté de reprendre le contrôle. Nous devrions avoir cette discussion en privé, a-t-elle sifflé en essayant de me saisir le bras. J'ai reculé d'un pas, évitant son contact comme une brûlure. En privé? Pourquoi donc, mère, ai-je demandé, en élevant la voix juste assez pour que les plus proches curieux puissent entendre. Vous n'avez eu aucune gêne à parler de moi publiquement toute la soirée. Vous avez raconté à tout le monde à quel point vous étiez fier, à quel point je réussissais. Restons donc publics, voulez-vous? Son visage s'est décomposé. Le masque de la parfaite maîtresse de maison s'est fissuré, révélant la panique en dessous. C'est à ce moment que mon père et Amandine, alertés par le changement d'ambiance, se sont frayés un chemin jusqu'à nous. En me voyant, le visage de mon père est passé par les mêmes étapes que celui de ma mère, reconnaissance, choc, puis une colère froide. Éléonore. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit, a-t-il dit d'une voix qui se voulait autoritaire mais qui tremblait légèrement. Vraiment, ai-je rétorqué, un rire sans joie m'échappant. Parce que tu semblais trouver que c'était le moment et l'endroit parfait pour parler de moi pendant ton discours. Tous ces mensonges, sur ta fierté, sur ma carrière à l'étranger, sur les liens familiaux. On leur dit la vérité, papa? On leur dit que tu ne m'as pas parlé depuis 5 ans? Que tu m'as dit que je n'étais plus ta fille? Amandine est arrivée, les yeux écarquillés. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma mère s'est tournée vers elle, retrouvant une contenance agressive. Ta sœur a décidé de venir sans y être invitée pour gâcher ta soirée. C'est tout elle. Toujours à vouloir tout ramener à elle. Cette accusation a fait sauter le dernier de mes verrous. Gâcher sa soirée, ai-je répété, en me tournant vers Amandine. Ou peut-être as-tu peur que je parle de notre petite conversation téléphonique avec maman? Celle que j'ai entendue tout à l'heure. Celle où vous planifiez de voler mon héritage? Si un mot pouvait tuer, celui-là aurait foudroyé ma sœur sur place. Son visage est devenu blanc comme un linge. Je ne vois pas de quoi tu parles. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main. Parce que j'ai tout enregistré, Amandine. Chaque mot. Sur la façon de déclarer ma part du fonds de grand-mère déchue. Sur le fait que je ne le méritais pas. Tu veux que je le passe maintenant? Devant tous tes amis, tes futurs collègues, devant le doyen de ta faculté? Chers amis qui m'écoutez,
imaginez la scène. Le silence total. Tous les regards fixés sur nous. J'avais le pouvoir de détruire leur réputation en une seule pression sur un bouton. C'était une tentation immense. C'est dans ces moments-là qu'on découvre vraiment qui on est. J'espère que vous continuez à suivre, car le point de non-retour venait d'être franchi, et la situation était sur le point de devenir encore plus intense. Tu es folle, a craché Amandine, retrouvant sa voix. Tu as toujours été instable et dramatique. Instable? Non. J'étais en détresse, ai-je corrigé, ma voix glaciale. J'étais en dépression, angoissée, et j'appelais à l'aide. Et au lieu de me soutenir, vous m'avez humilié. Vous m'avez jugé. Vous m'avez abandonné. Vous m'avez fait croire que je ne valais rien, jusqu'à ce que j'y croie moi-même. C'est là que le professeur Lambert est intervenu. Il s'est éclairci la gorge et a parlé d'une voix claire et forte, qui a porté dans le silence. Je pense que tout le monde ici a besoin d'entendre quelque chose. J'ai eu Éléonore comme étudiante aux Beaux-Arts. C'était l'une des élèves les plus douées que j'ai jamais eues. Quand elle a quitté l'école, j'ai été dévastée, parce que je savais qu'elle avait un potentiel incroyable, mais je savais aussi qu'elle luttait contre quelque chose de profond. Il a regardé mes parents droit dans les yeux. Une vraie famille l'aurait aidé à traverser cette épreuve. Au lieu de ça, d'après ce que j'entends ce soir, vous l'avez abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de vous. Mon père est devenu rouge de fureur. Vous n'avez pas le droit de juger notre famille. Au contraire, a dit une autre voix, calme mais pleine d'autorité. C'était le doyen Renaud. Je pense que nous avons tous le droit de juger ce que nous voyons et entendons. Et pour l'instant, le tableau est profondément dérangeant. Le piège s'était refermé. Il n'y avait plus d'échappatoire. Leur monde de mensonges s'effritait en temps réel, sous les yeux de tous ceux qu'ils avaient voulu impressionner. Comment allaient-ils pouvoir se défendre face à la vérité nue? Le cercle de spectateurs s'était resserré. Je voyais des téléphones levés, enregistrant discrètement la scène. L'humiliation publique qu'ils avaient tant redoutée était en train de se produire, mais ce n'était pas moi la victime. C'était eux. Ma mère a tenté une dernière manœuvre désespérée, jouant la carte de la mère éplorée. Éléonore a toujours été une enfant difficile, a-t-elle commencé, des larmes de crocodile brillant dans ses yeux. Nous avons tout essayé pour l'aider, mais elle a refusé notre soutien. Quand elle a abandonné ses études, nous étions anéantis. Nous lui avons laissé de l'espace, en espérant qu'elle revienne à la raison. Nous la cherchons depuis des années. Le mensonge était si énorme, si grotesque, que j'ai ri. Un rire sec, amer. Vous me cherchiez? C'est un mensonge éhonté. Vous m'avez dit de ne plus jamais vous contacter. Vous avez changé vos numéros de téléphone quelques mois après mon départ. Je n'ai pas disparu. Vous m'avez effacé. La seule raison pour laquelle vous êtes bouleversé ce soir, c'est parce que le fantôme que vous avez créé est revenu vous hanter et a gâché votre belle mise en scène. Soudain, j'ai senti une présence à mes côtés. Tout va bien, Éléonore? C'était Pascal. Mon partenaire, mon ami. Je lui avais envoyé un SMS 1 heure plus tôt, et il était venu. Il n'était pas du genre à laisser tomber son associé. Son arrivée m'a donné une nouvelle vague de force. Pascal, je te présente, mes parents, ai-je dit avec une ironie mordante. Parents, voici Pascal, mon associé. Nous dirigeons ensemble l'agence Élégance Créative. J'ai regardé mon père. Tu sais, l'agence dont tu es si fier, celle dont tu montres les créations à tes amis? Sauf que tu ne peux pas, parce que tu n'as aucune idée de ce que j'ai accompli pendant ces 5 dernières années. Pascal, sans un mot, a sorti sa tablette. C'était un professionnel, il savait exactement quoi faire. L'écran s'est allumé, affichant la page d'accueil de notre site web, élégante et percutante. Élégance créative, a-t-il annoncé d'une voix calme mais qui portait. Il a fait défiler l'écran pour que tout le monde puisse voir. Fondé il y a 3 ans. 15 employés à temps plein. Chiffre d'affaires l'année dernière, un peu plus de 2 millions d'euros. Un murmure a parcouru la foule. J'ai vu le visage de mes parents se décomposer. Pascal a continué, faisant défiler notre portfolio. Des projets pour des marques prestigieuses, des campagnes de communication nationale,
des designs de sites web complexes. Mon travail. Notre travail. Voici ce qu'Éléonore a bâti après que vous l'ayez mise à la porte, a-t-il poursuivi, sa voix devenant plus dure. Elle est partie de rien. Elle a dormi sur des canapés. Elle a cumulé 3 boulots tout en apprenant seule des compétences de pointe. Elle a économisé chaque centime pour pouvoir louer son propre appartement. Elle a fait tout ça, seule. Et elle a incroyablement bien réussi. Le silence était total. On n'entendait plus que le doux cliquetis des glaçons dans les verres. Mon père a finalement parlé, sa voix un murmure étranglé. 2 millions ? J'ai entendu la cupidité percer à travers son choc. C'était la seule chose qui l'avait touché. L'argent. Pascal l'a regardé froidement. Ce qui rend particulièrement abject le fait que vous ayez non seulement essayé de vous attribuer le mérite de son succès, mais aussi de voler son héritage. Ma mère a protesté faiblement. Nous ne volions rien. Elle avait abandonné la famille. J'ai un enregistrement qui dit le contraire, ai-je rappelé, en brandissant mon téléphone. Où Amandine explique très clairement le plan pour faire main basse sur le fonds de grand-mère. Le doyen Renaud a alors pris la parole, s'adressant directement à mes parents. Son visage était sévère. Hervé, Martine. Je connais votre famille depuis des années. Mais ce que j'entends et ce que je vois ce soir est profondément choquant. Si ne serait-ce que la moitié de ce que dit votre fille est vrai, votre comportement a été abominable. Dans le regard de mon père, j'ai vu quelque chose d'inattendu. Au-delà de la rage et de l'humiliation, j'ai cru déceler une fraction de seconde de fierté. Une fierté tordue, tardive et totalement déplacée en voyant le succès de la fille qu'il avait renié. C'était peut-être la chose la plus triste de toute la soirée. C'était la preuve qu'il n'avait jamais rien compris. J'ai regardé ma famille, brisée, exposée. Leur monde s'était effondré. Était-ce la fin ? Avais-je enfin gagné ? Mon père a tenté une dernière fois de sauver les meubles. Éléonore, tu es rancunière. Oui, nous avons fait des erreurs. Des choses ont été dites sous le coup de la colère. Mais nous sommes toujours ta famille. Nous pouvons régler ça en privé. En privé, ai-je répété, incrédule. Maintenant, tu veux du privé ? Après avoir publiquement menti sur moi toute la soirée ? Après ton discours touchant sur les liens familiaux ? Non. Tu ne choisis pas d'être public ou privé selon ce qui t'arrange. Le temps du privé est terminé. Pascal s'est penché vers moi. L'avocat est là. Maître Valérie. Je l'ai appelé en venant. Il attend dans le hall. J'ai hoché la tête. La cavalerie était arrivée. Je me suis tournée vers ma famille une dernière fois. Ma voix était froide, dénuée de toute l'émotion qui m'avait consumée. Voici ce qui va se passer. Demain matin, à 9 h, vous avez rendez-vous au cabinet de mon avocat. Vous viendrez avec tous les documents relatifs au fonds en fiducie que ma grand-mère m'a laissé. Vous signerez un acte de renonciation à toute prétention sur cet argent, maintenant et pour toujours. Et vous signerez un engagement légal à ne plus jamais me contacter, ni utiliser mon nom ou ma réussite de quelque manière que ce soit. Et si nous refusons, a lancé mon père, comme un dernier défi. Alors, ai-je dit calmement, je prendrai mon enregistrement, les témoignages du doyen Renaud et du professeur Lambert, et les vidéos que vos amis sont en train de prendre en ce moment même. Et je m'assurerai que chaque personne de votre cercle social, chaque partenaire commercial, chaque membre de votre club de golf sache exactement quel genre de personne vous êtes. Je détruirai la seule chose qui compte pour vous, votre réputation. Le choix est simple. Ma mère pleurait maintenant. De vraies larmes, cette fois. Des larmes de défaite. Mon père avait l'air d'un homme pris au piège. Et Amandine ? Amandine avait l'air complètement anéantie. Sa fête de diplôme parfaite venait de se transformer en son humiliation publique. Je l'ai regardée. Félicitations pour ton diplôme, Amandine. J'espère que cette soirée a été à la hauteur de tes rêves. Puis, j'ai tourné les talons. Sans un regard en arrière, accompagné de Pascal, j'ai traversé la foule silencieuse et j'ai quitté la salle, laissant derrière moi les ruines de la famille qui m'avait rejeté. La réunion chez l'avocat, Maître Valérie, a eu lieu 2 jours plus tard.
C'était une affaire rapide et glaciale. Ils étaient là, accompagnés de leur propre avocat, l'air vaincus. Ils n'ont pas essayé de négocier. Ils ont signé tous les papiers sans un mot. En sortant, ma mère s'est arrêtée devant moi. « J'espère que tu seras heureuse, Éléonore, a-t-elle dit, et sa voix était presque sincère. « Je le suis déjà, mère, ai-je répondu doucement. « Je le suis depuis un moment. J'ai juste dû apprendre à l'être sans vous. » Les conséquences de cette soirée ont été rapides et dévastatrices pour eux. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre dans leur milieu. Les amis se sont éloignés. Les affaires de mon père ont périclité, plusieurs partenaires ayant discrètement mis fin à leur collaboration. Ma mère s'est retirée de ses œuvres de charité. Amandine, dont le manque d'éthique avait été exposé devant le doyen de sa faculté, a eu toutes les peines du monde à trouver un bon poste d'interne. Ils avaient tout misé sur les apparences, et quand le vernis a craqué, il ne restait plus rien. De mon côté, le doyen Renaud, impressionné par mon travail et ma résilience, m'a officiellement confié le contrat de refonte de la communication de l'hôpital universitaire. C'était le plus gros projet de l'histoire de mon agence. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je regarde mes équipes travailler dans nos nouveaux bureaux, plus grands, plus lumineux. Le fonds de ma grand-mère est en sécurité sur un compte, mais je n'y ai pas encore touché. L'argent n'a jamais été le véritable enjeu. Le véritable enjeu, c'était la liberté. La liberté de définir qui je suis, la liberté de raconter ma propre histoire, la liberté de vivre une vie basée sur la vérité et le mérite, et non sur le mensonge et les apparences. Mon histoire est celle d'un long combat, de l'ombre à la lumière. La vengeance la plus douce n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de construire votre propre bonheur avec une telle force, une telle splendeur, que leur opinion, leur existence même, devient totalement insignifiante. Si vous avez, vous aussi, dû vous battre contre l'injustice, si vous avez dû reconstruire votre vie après une trahison, partagez votre histoire ou vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Votre force peut en inspirer d'autres. Nous ne sommes pas seuls. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de laisser un like si cette histoire vous a touché, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous.